Bon, maintenant, je vais donner la parole au docteur فادي أنطون. بعد الكلام للدكتور فادي أنطون. دكتور فادي أنطون من أشهر الأخصائيين بأمراض السل بفرنسا. C'est un grand spécialiste de la tuberculose en France. Il est chargé de la lutte anti-tuberculose à Paris et en Île-de-France. Donc, Fadi, c'est un ami, un franco-libanais. Donc, parti le calame. تفضل فادي et puis voilà. Voilà, شتك مجروحة دكتور زين. لا مش مجروح. Bon, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi et de parler d'un sujet qui m'intéresse, puisque ça fait une vingtaine d'années que je fais ce travail au niveau national en France, au niveau régional et surtout à Paris. Donc l'idée, c'était de vous parler un peu des recommandations actuelles de l'utilisation des tests IGRA, ensuite de vous donner un peu l'expérience qu'on a depuis 5 ans à Paris de l'utilisation de ces tests, et puis de commenter un espèce d'algorithme qui nous permettra de voir dans quelle mesure on doit traiter une personne présentant un test positif. Donc, je vais vous présenter dans cette première diapositive les recommandations auxquelles j'ai participé du Haut Conseil de santé publique en France, publié en juillet 2011, sur l'utilisation des tests IGRA. D'abord, concernant la tuberculose maladie, il n'y a pas de place pour l'utilisation des tests IGRA actuellement pour le dépistage de la tuberculose maladie. Probablement que dans un an, il y aura des nouveaux kits qui permettront, avec un panel d'antigènes assez varié, de différencier l'infection tuberculeuse de la tuberculose maladie et de constituer ainsi un test de dépistage. La maladie se dépiste par la radiographie pulmonaire, le diagnostic se confirme par des examens bactériologiques et considérons une bonne fois pour toutes que ces tests n'ont pas leur place dans la tuberculose maladie. Par contre, ils sont utiles pour le dépistage de l'infection tuberculeuse latente. Actuellement, en France, on ne recommande pas leur utilisation en dessous de 5 ans. Dans les enquêtes autour d'un cas, on peut commencer à les utiliser pour les plus de 5 ans, ainsi que pour le dépistage de la tuberculose infection latente chez les migrants. Ils sont utilisés en complément de l'intradermoréaction chez les professionnels de santé dès lors qu'ils ont une IDR tubertest supérieure à 5 mm, et ils sont préférés à l'IDR dans le dépistage de l'infection tuberculeuse latente pour les patients devant bénéficier d'un traitement anti-TNF-alpha, dans le bilan initial des personnes HIV et pour les personnes âgées. Rappelons quelque chose de très important, qu'on ne s'intéresse à la tuberculose infection latente que dès lors où elle présente un risque de devenir une maladie. Or, ce risque n'existe d'une façon significative que si cette infection tuberculeuse latente est récente, c'est-à-dire moins de 1 an, maximum 2 ans, et si la personne qui présente cette infection latente est immunodéprimée ou c'est un enfant. Ce sont les 3 cas de figure pour lesquels il y a un intérêt à les dépister pour les traiter. On ne dépiste pas une infection latente pour dire que le résultat est positif. On ne dépiste que dans l'idée de traiter une infection latente. Nous avons bâti un algorithme décisionnel qui nous permet à Paris et d'une façon générale en Île-de-France de s'occuper des infections latentes avec simplement 2 convocations. Donc vous voyez ici que la personne consulte donc, dans les enquêtes autour d'un cas. On a un sujet malade, on convoque les sujets contacts. S'ils sont convoqués à plus de 8 semaines, d'emblée on leur réalise le test quantiféron parce qu'il est plus simple à utiliser. On fait la radiographie pulmonaire pour éliminer une maladie. Si ce test est positif, on considère qu'ils sont infectés et souvent on les traite. Et si le test est négatif, souvent ça débouche sur une absence de traitement. Donc vous voyez que c'est un algorithme simple, surtout si la personne se présente 8 semaines après le dernier contact. Si la personne se présente moins de 8 semaines après le dernier contact, on fait toujours la radiographie pulmonaire d'emblée et on la convoque pour faire le test quantiféron à 8 semaines. Nous avons à Paris
annuellement 450 nouveaux cas de tuberculose. Nous sommes passés de 1200 cas à Paris. Donc Paris, c'est 2 100 000 habitants. C'est la moitié du Liban. Et nous sommes passés de 1200 nouveaux cas de tuberculose en 2002 pour arriver à 420, 430 nouveaux cas de tuberculose en 2011. Nous sommes passés d'une incidence de 55 pour 100 000 à une incidence de 20 pour 100 000 dans Paris intramuros, représentant 2 100 000 habitants. Nous faisons des enquêtes pour pratiquement l'ensemble des 450 cas index actuellement, qui débouchent sur le diagnostic de 20 à 30 tuberculoses maladies et sur le diagnostic de 300 infections tuberculeuses latentes, avec environ 3 à 4 000 sujets contacts. Je vous présente ceci pour que vous ayez une idée globale de l'activité d'une ville comme Paris en termes de tuberculose et du travail que ça représente. Je vais vous mettre ici en quelques diapositives notre expérience, ce qui a été publié donc, dans la Revue française des maladies respiratoires. On a fait 3 articles et qui représentent un petit peu les seuls travaux français autour de cette thématique. Nous avons donc, dans un premier temps, étudié quels sont les paramètres qui pouvaient influencer la positivité du test quantiféron. Nous avons fait une étude donc multicentrique, rétrospective, de mars à juin 2009, en incluant 601 sujets contacts de plus de 15 ans. Nous avons montré plutôt, que 4 facteurs étaient significativement liés à la positivité de tests quantiféron, qui sont l'âge du sujet contact, la région de naissance, la positivité de l'examen microscopique au direct du cas index et le type de contact familial ou autre. 2 de ces paramètres sont en faveur d'une infection ancienne, donc peu susceptible de provoquer une tuberculose maladie, parce qu'elle est ancienne, la région de naissance et l'âge, et 2 sont en rapport avec une infection tuberculose latente plutôt récente, donc susceptible de se développer en tuberculose maladie, qui sont la positivité de l'examen direct et le type de contact. Dans une deuxième étude récente, nous avons essayé de comprendre est-ce que dans ces groupes de sujets contacts, on pouvait voir si l'infection latente était plus récente dans certains groupes que dans d'autres. Nous avons fait une étude rétrospective en incluant donc de mars à fin 2010 4 000 sujets contacts et on a retenu 2424 sujets contacts parce que cela présentait les 4 paramètres qui nous étaient importants d'avoir. Nous avons ensuite étudié 4 groupes homogènes qui sont le groupe familial, le groupe professionnel, classés selon l'incidence du pays de naissance. Incidence inférieure à 20 pour 100 000 et incidence supérieure à 20 pour 100 000. Nous avons ainsi obtenu 4 positivités différentes du quantiféron, 19% pour les sujets contacts familiaux nés dans des pays faiblement incidents, 30% pour ceux qui sont nés dans des pays fortement incidents, pour les contacts professionnels, 7% pour les pays faiblement incidents et 17% pour les pays fortement incidents. Ensuite, nous avons fait une analyse de ce qu'on appelle le taux moyen d'infection basale dans un pays. Nous nous sommes reportés à une publication très ancienne de Stiblo, de 1969, qui nous a permis de calculer qu'en France, ce taux moyen d'infection basale pour un âge entre 15 et 40 ans était de 4 à 6% pour des personnes nées en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend une population, des gens dans la rue, et on leur fait des tests, et on ne l'a pas fait, mais théoriquement, on devrait trouver, parce qu'il y a un taux annuel d'infection, des gens qui sont infectés, qui ont rencontré le Mycobacterium tuberculosis. Et on a comparé ce niveau d'infection basale avec les 4 incidences des 4 groupes que je viens de vous présenter. C'est-à-dire 4%, disons une moyenne de 5% par rapport à 19, par rapport à 30, par rapport à 7 et par rapport à 17, pour pouvoir apprécier, ce qui est important, c'est le caractère récent de l'infection latente.
puisque c'est ce caractère récent qui permet de dire s'il y a un risque réel de passer de l'infection à la maladie. Pour exemple, dans cette salle, il y a 30, 40 personnes d'entre nous, qui sont infectés par Mycobacterium tuberculosis, puisque nous sommes des professionnels de santé. Ce n'est pas pour autant qu'on va tous se jeter sur un traitement pour l'infection tuberculeuse latente, parce qu'on considère comme acquis que cette infection est ancienne et qu'elle a peu de risques de se développer vers une tuberculose maladie, puisqu'elle ne l'a pas déjà fait. Donc, il s'agit chaque fois que l'on s'occupe de l'infection latente, de considérer si oui ou non elle présente un caractère récent. Et ainsi, on a pu déterminer que pour les sujets professionnels moins de 40 ans nés dans des pays faiblement incidence, le taux d'infection récent est de 15 à 40% pour les sujets contacts professionnels. Il est de 68 à 80% pour les sujets contacts familiaux. C'est la différence entre le taux basal et le taux de positivité dans le groupe. Pour les personnes nées dans des pays fortement incidents, le pourcentage d'infections récentes est de 6 à 18% pour les professionnels et de 43 à 50% pour les sujets contacts familiaux. Ainsi, par la suite, nous avons donc pu retrouver que finalement, un sujet contact familial né dans un pays faiblement incident était un vrai sujet à risque. Et nous avons suivi, dans une troisième publication, les sujets qu'on a traités pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils sont devenus une fois qu'on les a traités. Et là, nous avons fait une étude multicentrique, pareil, en incluant les sujets contacts d'un cas de tuberculose maladie, et nous avons ainsi inclus 1072 sujets contacts. Le but était d'évaluer le nombre de personnes infectées lors de la première phase de dépistage, ainsi que le nombre de tuberculose maladie et les perdus de vue lors de la dernière phase. Nous avons étudié les différents types de contacts, et comme dans toutes les enquêtes, en tout cas dans les pays, on va dire, développés, il y a peu d'enquêtes proportionnellement familiales. On est à 31%, et beaucoup d'enquêtes non familiales, parce qu'on s'intéresse beaucoup à tout ce qui peut approcher la personne pour des raisons de sécurité et pour des raisons probablement de crainte sociale qu'il n'y ait pas une tuberculose qui échappe. Nous avons ensuite déterminé le taux de positivité qui est toujours de 15%, c'est-à-dire en gros, quand on utilise le test quantiferon, qui est un des deux tests IGRA utilisés, il y a le quantiferon et le test TB, on a toujours, depuis 5 ans, le même taux de positivité à Paris dans nos sujets contacts. Donc sur 1072 sujets contacts, 165 sont quantiferon positifs, c'est-à-dire 15% de positivité, et on a traité à peu près 60%, 96% de ces quantiferons ont été traités. Alors, pourquoi ceux qui n'ont pas été traités n'ont pas été traités? En fait, pour certains, 16, on ne savait pas. En fait, on n'a pas bien renseigné. Mais un grand nombre avaient déjà une infection tuberculeuse ancienne probable ou une tuberculose maladie. Et du coup, ils n'ont pas été traités parce qu'on a considéré que leur infection était probablement ancienne. Certains ont été déclarés perdus de vue, c'est-à-dire qu'on leur a dit « il faut vous traiter » et ils ne sont pas revenus à la consultation. Donc finalement, on a 52 sur 68 causes identifiées de non-traitement, 76%, dont 38% pour refus de traitement, c'est-à-dire probablement le statut perdu de vue, et 21%, plus 12%, 33%, parce qu'ils ont été considérés comme ayant une tuberculose infection ancienne. Certains ont été impressionnés par le taux de quantiferon et ils ont considéré, certains pneumologues, que le fait d'avoir un quantiferon fortement positif, c'est-à-dire supérieur à 1, je vous rappelle que la norme c'est 0,35, était justifié un traitement, alors que ce n'est pas du tout une recommandation ni du laboratoire, ni dans la littérature internationale. C'était le seul paramètre qui influençait la décision de traiter ou pas. Sur un suivi de 1 an, à 18 mois, nous avons 45% simplement des sujets que l'on a pu revoir à 1 an.
55% des sujets qu'on a convoqués au-delà de 1 an ne sont pas revenus à la consultation, donc on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc c'est l'algorithme en fait qui permet d'analyser l'ensemble de notre action sur les 1072 sujets contacts, 15% de quantiférons positifs, 4 tuberculoses de maladies dépistées sur la première phase. Ensuite, sur les 165 quantiférons positifs, 60% de traitement, 40% de non-traitement. Sur 1 an, à peu près 55% sont perdus de vue, donc 45% reviennent. On n'a aucune tuberculose maladie sur 1 an. Sur les personnes non infectées, c'est-à-dire quantiférons négatifs, il n'y a pas eu de traitement et pareil, autant ont été perdus de vue. En discussion, ces travaux confirment l'ensemble un peu de nos résultats, à savoir que dans les enquêtes autour d'un cas, comme dans la littérature, on dit qu'il y a 20% de sujets infectés. Comme le test quantiférons est plus spécifique que l'IDR, on a 15% de quantiférons positifs. Le type de contact le plus représenté, c'est le milieu professionnel, 35%. Malgré l'utilisation des tests de libération, c'est-à-dire les tests IGRA, seuls 60% des sujets contacts ont bénéficié d'un traitement, alors qu'on aimerait que ça soit un peu plus. Et il n'y a pas de variable statistiquement reliée à la décision de traiter ou pas. Malgré la simplification de l'algorithme, on a un pourcentage de perdu de vue très important, de 55% à 1 an, sans qu'il soit relié à tel ou tel paramètre. Il n'y a pas eu de tuberculose maladie lors de cette deuxième phase de dépistage. En conclusion, seule la première phase de dépistage présente un enjeu pertinent pour le diagnostic des tuberculoses maladies. 60% des quantiférons traités malgré un algorithme simplifié et l'utilisation d'un test de dépistage. Donc, il est nécessaire, à notre avis, d'adopter au niveau national un seul temps de dépistage pour la première phase et d'évaluer au niveau national les infections tuberculeuses latentes traitées et d'optimiser quelque chose qui doit être probablement le nœud du problème, c'est-à-dire, en fait, il faut s'intéresser d'une façon presque exclusive aux sujets contacts familiaux, surtout quand ils sont nés dans des pays à faible incidence, parce que c'est dans ceux-là que l'on trouve un maximum d'infections latentes récentes, donc justifiant un traitement. Alors, je vais finir en vous présentant 4 diapositives qui répondent à la question, en fait, que faire devant un test IGRA positif, dans le cadre d'une enquête autour d'un cas, bien entendu. Le médecin doit être d'abord convaincu qu'il s'agit d'une infection à Mycobacterium tuberculosis. Si le médecin n'est pas convaincu, il ne peut pas convaincre le malade. Ensuite, le médecin doit être convaincu qu'il s'agit d'une infection tuberculose latente très probablement récente. Si elle n'a pas ce caractère récent, on ne pourra pas avoir des arguments intéressants pour aller traiter cette infection tuberculose latente. Ensuite, le médecin doit peser le rapport bénéfice-risque et l'absence de contradiction. C'est-à-dire, en gros, si je traite, qu'est-ce que je gagne? Si je ne traite pas, qu'est-ce que je perds? Donc, pour la première question, un test IGRA va pouvoir vous permettre de dire à la personne, les yeux dans les yeux, c'est une infection tuberculeuse à Mycobacterium tuberculosis à tous les coups. Alors que l'IDR, vous allez être embarrassé. Est-ce l'effet du BCG? Est-ce l'effet d'une mycobactérie atypique environnementale? La deuxième question, est-on devant une infection probablement récente? Souvent, si on la cherche dans le cadre d'une enquête autour d'un cas, on a des chances de considérer qu'elle est récente. Le virage de l'IDR également, si on a la chance d'avoir une IDR ancienne et d'une IDR récente. La présence de facteurs de contagiosité, c'est-à-dire EM+, et caractère familial, et l'absence d'éléments en faveur d'une infection ancienne, c'est-à-dire née dans un pays fortement incident et sujet âgé, donc la présence de facteurs de contagiosité. Et ensuite, une différence importante entre le taux basal dont on a parlé et le pourcentage d'infection, de positivité dans le groupe du sujet contact étudié. C'est-à-dire, dans une famille, vous trouvez qu'il y a 80% des gens qui ont des IDR supérieurs à 20 ou qui ont des quantiférons positifs, ça veut dire que forcément, là, il y a eu une contagiosité importante dans cet environnement. Enfin, le bénéfice
et le risque du traitement. Quand on traite une infection latente, qu'est-ce qu'on évite? On évite au maximum, dans 10% des cas, une tuberculose maladie, sachant que quand on la traite, on prend le risque de 3 à 4% d'effets indésirables. Donc vous voyez finalement que le delta n'est pas si évident que ça, avec également le risque d'inobservance chez certains patients. Les contre-indications, les femmes enceintes, les pathologies hépatiques, les allergies et les tuberculoses MDR, qu'on ne va pas développer ici parce que c'est un sujet un peu vague, enfin, un peu vaste, et complexe. Finalement, il faut toujours se poser la question, quel est le risque ou qu'est-ce que je fais finalement quand je traite une infection latente? Si j'ai une infection latente récente, dans 10% des cas, j'évite à mon patient une tuberculose maladie. Si la personne est immunodéprimée ou si c'est un enfant, c'est plutôt autour de 40 à 50% de risque que je lui évite. Si c'est une infection ancienne, finalement, le risque est très faible. Donc, je finis avec ça, il faut analyser la situation, savoir si on est vraiment dans une indication de traitement ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on a une infection latente récente, donc un caractère familial, ou avec un contact important avec la personne malade, ou bien une infection plutôt ancienne, c'est-à-dire une exposition peu importante chez des gens qui ont d'autres risques d'avoir été infectés. Je vous remercie.